C'est la tradition du blé d'Espérance, ici en Provence, évidemment, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Gilles Le Garnier, vous connaissez le blé de l'Espérance? Non. Enfin, je connais l'association, mais pas le... vous allez voir, ça remonte à très très loin, vous qui aimez l'histoire. On va en parler de cette tradition ce matin avec le président de l'association du blé de l'Espérance. Voici Marc Dupont qui nous rejoint. Bonjour Marc Dupont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Le Blé de l'Espérance, une association qui existe depuis 30 ans déjà. 30 ans, oui. On va rappeler très rapidement la tradition du blé de l'Espérance ici en Provence. Alors, si on remonte au temps des Romains, si vous voulez, on va vite. Les paysans plantaient fauchaient leur blé, je veux dire, en juillet et en août, et puis ils mettaient un sac de côté pour voir s'ils pouvaient servir du blé pour le planter l'année suivante. Et ils le prenaient, ils sortaient un peu de blé au mois de décembre, ils le mettaient dans une assiette et ils le faisaient pousser. Et s'il poussait, effectivement, ça prouvait qu'on pouvait s'en servir pour replanter l'année suivante. C'était du blé témoin, en fait. Voilà, c'était le blé témoin. Et du coup, ils le mettaient sur la table le soir de Noël, parce que c'était des symboles de richesse, de bonheur, de tout ce qu'on veut. Après, comment c'est devenu une tradition chez les boulangers, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette tradition s'est perpétuée et les boulangers distribuaient un petit peu de blé à leurs clients pour mettre dans la crèche, pour mettre sur la table le soir de Noël. Et il y a une trentaine d'années de ça, il y a un médecin, le professeur Périmont, qui était chef de service de pédiatrie à la Timone, qui avait un service qui était un petit peu en décrépitude, avait contacté une journaliste de France 3, Maggie Roubaud, en lui disant, est-ce que tu n'aurais pas un moyen de faire en sorte que je puisse remettre mon service en état, enfin, en faisant une promotion? Il dit, bah, écoutez, je connais un marchand de graines, qui est M. Storion, qui est propriétaire des moulins Storion qui font la banette. Je vais le contacter. Lui, il a dit, moi, ça m'est égal, je donne le blé, mais il faut quand même voir avec le boulanger, puisque c'est eux qui faisaient comme ça, voir s'ils sont d'accord pour le vendre. Et ils ont contacté, effectivement, le président du syndicat des boulangers, qui a dit, OK. Donc on y va. Donc ils l'ont vendu pour une somme modique et en fait ça a dépassé toutes les espérances puisqu'ils ont pu remettre le service en état, ils amènent de l'argent pour l'année suivante. Du coup ils ont pérennisé l'action alors qu'elle devait être une seule fois et on en est à 30 ans. Voilà. Génial. Le blé de l'Espérance. Alors là, pour le coup, ça prend tout son sens. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ça dans la région, mais je pense qu'ils sont très peu nombreux, on trouve ça évidemment chez les boulangers, dans ce petit présentoir que vous nous avez apporté ici. Tiens, on va en faire passer à Gilles Le Garnier, parce que comme il ne connaît pas la tradition, vous allez mettre ça. Donc, on plante ça dans une coupelle avec un petit peu d'eau et du coton. Et ça pousse tranquillement, ça se plante le 4 décembre, pour que ce soit vert dans votre crèche. Je ne vais pas faire de jalouse quand même, Sophie. Hop, votre blé de l'Espérance. Si on donne cet argent, quand on va acheter ce blé de l'Espérance, ça coûte 1 euro le sachet, on est d'accord. 7 euros, il va permettre d'aider ces enfants malades à être dans un confort un peu plus important. Et puis on va aussi les animer. Explique, il y a deux formes d'action. On a deux grandes branches. Alors, il y a effectivement les boulangers, il y a les points de presse, il y a les pharmaciens, il y a les grandes surfaces également, on le trouve. Hein. Ouais. Alors, avec l'argent qu'on récupère, effectivement, on a deux actions, surtout les enfants hospitalisés au long cours, hein, parce que ceux qui restent 48 heures, ça ne présente pas d'intérêt majeur. Donc au long cours, c'est ceux qui ont des leucémies, des cancers ou des interventions itératives qui reviennent souvent à l'hôpital, qui restent des fois sur l'ensemble de l'année, 4 ou 5 mois. Donc il faut améliorer leur environnement. Améliorer par des jeux, par des ateliers de musique, de peinture, de cinéma. On a un atelier de cinéma à Nice, de mosaïque, d'informatique, et également les enfants handicapés. Parce que les enfants handicapés peuvent faire quand même du sport, peuvent avoir des actions en dehors de leur handicap, et que c'est un but thérapeutique, c'est-à-dire monter sur un poney pour quelqu'un qui est normal, je veux dire, ça ne pose pas de gros problème, mais enfin un handicapé, il a un peu plus de difficulté à manager le cheval. Ils peuvent faire du kayak, peuvent faire de l'escalade, mais là où il faut un moniteur pour 7 ou 8 enfants d'habitude, ben, il en faut un pour 3 quand même, bien sûr. Ouais. Mais il y a un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire du vélo si c'est des enfants obèses. Combien vous récoltez chaque année entre 300 et 350 000 euros. Voilà. Et donc ça permet d'alimenter plusieurs services de pédiatrie, à qui vous reversez Alors, cet argent? ce sont pas des associations, mais ce sont des services, par exemple, de l'hôpital, qui nous disent, voilà, on aimerait avoir pendant 3 fois par semaine des clowns, par exemple. Ouais. Ou bien un centre d'handicapés qui nous dit, on aimerait financer 4 séances d'équithérapie dans le mois pour... Voilà, donc et en fonction, vous attribuez des budgets demande par demande.
vous dites souffrir d'une concurrence déloyale. C'est quoi cette concurrence déloyale? Moi, je ne connais que le blé de l'Espérance, c'est très bien. C'est quoi cette concurrence? La concurrence déloyale, c'est comme c'est quelque chose qui marche, effectivement. Il y a un certain nombre de gens, mais qui sont plutôt mercantiles, je veux dire, c'est pas la peine de se cacher derrière le petit doigt, qui disent, ben oui, alors, je passe sur la paroisse ou je passe sur l'école qui fait ça pour sa crèche. Voilà, très bien, c'est une tradition provençale, on ne peut pas s'y opposer. Ouais. Mais il y en a quelques-uns, donc je sais très bien que ça va directement de leur poche, c'est pas la peine de se cacher derrière le petit doigt. D'accord. Donc, voilà, on a un sachet, France 3 et France Bleu sont partenaires de cette opération. C'est écrit sur le sachet, c'est le blé de l'Espérance et on est sûr de l'endroit où va l'argent pour le confort de ces enfants malades. Merci beaucoup pour ça. Votre plus grande fierté, vous m'avez dit, c'est d'avoir maintenu à flot le blé de l'Espérance. C'est-à-dire que depuis que vous êtes arrivé aux commandes, il y a 5 ans, on a chaque année ces 350 000 euros qui tombent. On va terminer, parce que vous êtes un grand voyageur, avec une anecdote quand même, qui est connectée à l'actualité, parce que vous m'en avez raconté pas mal. Et il y en a une que j'ai retenue, c'était il y a 30 ans, en 1989. Vous êtes à Berlin-Est. Oui. C'est pour le marathon de Berlin. À l'époque, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le deuxième marathon de Berlin que je faisais. Le premier, il y avait encore le mur. Et ça, c'est le premier qui se passait à l'Est, puisque le mur était tombé un an avant et que c'était 3 jours avant la réunification. Le marathon avait lieu le lundi et la réunification avait lieu le marathon avait lieu le dimanche et la réunification avait lieu le mardi. Ouais. Et donc, c'est la première fois qu'il passait à l'Est, c'est la première fois qu'il passait sur la porte Brandebourg. Donc, on partait de, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce monument, c'est l'avenue du 17 juin, je crois, 53, voilà exactement. Puisqu'il y avait un soulèvement en 53. Et donc, moi je pars et à côté de moi, il y avait un gamin, un type qui devait avoir 18 ou 20 ans à peu près, qui tenait la main de quelqu'un qui était plus âgé, qui visiblement avait 50-60 ans, qui pleuraient tous les deux. Je m'excuse, il me vient l'air aux yeux. À ce point, mais c'est pour ça que je vous fais. C'est une anecdote qui est déconnectée du blé de l'Espérance, mais qui en dit long sur ces 30 ans que l'on commémore en ce moment. Et donc, on part en courant et. Bon, j'ai la chance de parler allemand, je leur dis pourquoi vous pleurez? Alors il me dit parce que moi je suis le grand-père, lui c'est mon petit-fils, moi j'habitais à l'Est, je ne voyais pratiquement jamais. Ouais. Donc, quand le grand-père n'était pas très entraîné, il a couru de la porte, du point de départ jusqu'à la porte de Brandebourg, et il se tenait la main, il a lâché le petit-fils qui est parti, qui galopait plus vite que moi, donc j'ai pas pu le rejoindre, voilà. Voilà, et c'est vraiment toute l'histoire de cette réunification. C'est la première fois qu'effectivement tous les deux passaient la porte de Brandebourg ensemble. Ensemble, voilà, c'était très symbolique. Merci beaucoup, et ça aussi, c'est symbolique. Le blé de l'Espérance, n'hésitez pas, vous demandez ça à votre boulanger, vous trouvez ça aussi en grande surface, et vous ferez du bien, et en même temps, vous perpétuez cette tradition provençale, et ça, c'est plutôt bien. Merci à vous, Marc Dupont, et je vous rappelle qu'on plante le blé de l'Espérance, donc le 4 décembre. On est le 18 novembre, vous avez le temps d'aller vous fournir.